Vos brevets sont la propriété de l'entreprise, alors sortez. A hurlé le PDG. Je suis parti. Le lendemain, l'acheteur à 180 millions de dollars a appelé le conseil d'administration, le détenteur des brevets vient de révoquer la licence, nous retirons donc notre offre. Le PDG fixait le téléphone, les mains tremblantes. Vous êtes viré, Rick, a dit Brennan, debout en bout de table de conférence. Comme s'il faisait un simple point météo. Avec effet immédiat, la sécurité va vous escorter vers la sortie. 60 paires d'yeux me fixaient, à travers les parois de verre, de ce que tout le monde appelait le bocal. Toute l'équipe de TechFlow Industries était entassée dans cette salle de réunion, pour ce que Howard avait annoncé comme une simple réunion d'alignement stratégique. Je me tenais au fond de la pièce, ma tasse de café fétiche à la main, regardant cet homme détruire le travail de ma vie, avec l'efficacité désinvolte de quelqu'un qui supprime de vieux emails. Des questions ? A demandé Howard à l'Assemblée, tout en réajustant ses boutons de manchette de marque. Je m'appelle Rick Coleman, j'ai 48 ans, et il y a encore 30 secondes, j'étais le cofondateur et le directeur de la technologie de l'entreprise que j'avais bâtie. À partir de rien. Désormais, j'étais apparemment un simple employé licencié, à qui l'on offrait le privilège d'une escorte de sécurité jusqu'au parking. J'ai une question. Ai-je dit, ma voix brisant nettement le silence. Sur quel motif ? Howard s'est tourné vers moi, avec ce sourire de prédateur que j'avais appris à détester au cours des 6 derniers mois. Insubordination, refus de s'adapter au nouveau processus, et menace de prendre l'entreprise en otage pour des détails contractuels. Des détails contractuels. C'est ainsi qu'il qualifiait les brevets que je possédais, cette propriété intellectuelle qui faisait toute la valeur de TechFlow. J'ai failli rire. Howard venait de commettre l'erreur la plus coûteuse de l'histoire des affaires, et il restait là, tout sourire, comme s'il venait de résoudre la faim dans le monde. Vous devriez peut-être relire ces contrats. Howard, ai-je dit. Vos brevets sont la propriété de l'entreprise, Rick. Maintenant, sortez. J'ai ramassé ma tasse de la fête des pères, puis je me suis dirigé vers la porte. Le vigile a tendu le bras pour me retenir, mais je l'ai esquivé, je connais le chemin. Tout en traversant nos modestes bureaux de Cleveland, pour ce que je pensais être la dernière fois, je suis passé devant les box où mes ingénieurs fixaient leurs écrans, dans un silence de plomb. J'ai alors sorti mon téléphone, puis j'ai envoyé un SMS de 3 mots à mon avocate, exécuter la révocation. Howard pensait simplement avoir licencié un employé difficile. En réalité, il venait de faire capoter un accord à 180 millions de dollars, tout en ruinant sa propre carrière. Mais il ne s'en rendrait compte que 24 heures plus tard. Laissez-moi revenir un peu en arrière, afin de vous expliquer comment nous en sommes arrivés là, car cette histoire commence il y a 12 ans, lorsque j'ai pris la décision la plus intelligente de ma vie professionnelle. J'ai gardé les brevets. La plupart des ingénieurs ne raisonnent pas comme des chefs d'entreprise. Nous sommes des résolveurs de problèmes. Nous observons un système défaillant, puis nous le réparons. Généralement, nous ne pensons pas aux droits de la propriété intellectuelle, ni aux accords de licence, ni à ce qui se passe quand l'entreprise que l'on a cofondée décide que l'on est devenu jetable. Heureusement, j'avais assez d'expérience pour avoir tiré de dures leçons sur la confiance. Avant TechFlow, j'avais passé 20 ans à écrire du code pour d'autres. IBM, Oracle, ainsi que quelques petites structures qui ont fini par être rachetées, puis dissoutes. J'avais vu de brillants ingénieurs se faire écarter, lorsque leur entreprise changeait de cap. J'avais vu des fondateurs perdre le contrôle de leurs propres inventions, au profit d'investisseurs qui parlaient un tout autre langage. C'est pourquoi, lorsque mon associé Jim et moi avons lancé TechFlow, j'ai fait une chose qui donne des sueurs froides aux avocats d'affaires. J'ai conservé les brevets sous mon nom propre. L'entreprise exploitait ces brevets sous forme de licence.
Voyez cela comme la location de votre maison, vous pouvez y laisser vivre quelqu'un, le laisser payer les factures, et même rénover la cuisine, mais s'il arrête de payer le loyer, ou s'il saccage les lieux, vous pouvez récupérer votre bien. Teshflow était ma maison, bâtie sur un logiciel que j'avais inventé pour résoudre un problème bien réel. Les usines de fabrication, à travers tout le Midwest, perdaient des millions chaque année à cause de pannes d'équipement imprévues. Un roulement qui lâche dans une aciérie, et vous vous retrouvez soudain avec 12 heures d'arrêt de production, pendant que 4 cents ouvriers attendent, les bras croisés, tout en touchant des heures supplémentaires. Mes algorithmes pouvaient prédire ces pannes des semaines à l'avance, en analysant les données des capteurs, les variations de température, et les signatures vibratoires. Ce n'était pas un travail prestigieux, mais c'était du solide. En l'espace de 5 ans, notre logiciel tournait dans 347 usines, de Détroit à Kansas City. Jim gérait les ventes et les opérations, tandis que je m'occupais de la technologie. Nous ne roulions pas sur l'or, mais nous construisions quelque chose de réel. Quelque chose qui comptait. Puis, Jim a eu une crise cardiaque. Un infarctus massif, à 51 ans, qui l'a emporté avant l'arrivée des secours. Je me suis soudain retrouvé à diriger toute l'entreprise en solo, essayant d'honorer les contrats que Jim avait signés, tout en maintenant le développement technologique sur les rails. Le stress me rongeait, et le conseil d'administration le savait. C'est à ce moment-là qu'ils ont recruté Howard Brennan, afin de faire croître l'entreprise en vue d'une acquisition. Dans le jargon du conseil, cela signifie gonfler les chiffres, trouver un acheteur, et encaisser rapidement. Howard avait 35 ans. Fraîchement diplômé de Wharton, doté de cette assurance tranquille qui impressionne tant les investisseurs ne comprenant rien à la technologie. Il avait passé 5 ans chez McKinsey à expliquer aux entreprises comment optimiser leurs opérations, ce qui, apparemment, le qualifiait pour diriger une entreprise de logiciels industriels. Il portait des costumes qui coûtaient plus cher que mes mensualités de voiture. Et s'exprimait avec des mots à la mode, qui semblaient profonds mais ne voulaient rien dire. Rires étouffés dès son premier jour, Howard est entré dans notre département d'ingénierie comme s'il visitait un musée. Il a ramassé un prototype de circuit imprimé, l'a lancé en l'air, puis a dit, compris. Rick. Très bien. J'adore ce que vous faites ici. C'est du travail très granulaire. Mais nous devons voir plus grand. Il faut arrêter de penser l'outil industriel, et commencer à penser les solutions d'entreprise. Cela évite des pannes d'équipement catastrophiques, Howard, ai-je rétorqué. Le mois dernier, nous avons fait économiser 3 millions de dollars à Morrison Steel. En évitant des arrêts de production. Il a ri, d'un rire sec, semblable à un aboiement. Ça, c'est votre cerveau d'ingénieur qui parle. J'ai besoin que vous activiez votre esprit d'entreprise. Nous nous positionnons pour un événement de liquidité. Apex Manufacturing Solutions tourne autour de nous. Il y a 180 millions de dollars sur la table, mais ils ont besoin d'un récit limpide. Un récit limpide. Le travail de toute ma vie était devenu une simple histoire qui nécessitait quelques corrections. L'érosion a commencé lentement. Howard était trop intelligent pour faire de grands éclats. À la place, il a orchestré un millier de petites coupures, destinées à vider mon autorité de sa substance. Mes revues d'ingénierie hebdomadaires ont été déplacées à des heures où j'avais des appels clients. Mon accès aux communications de la direction a disparu du jour au lendemain. En passant devant la salle de réunion, je le voyais expliquer mes algorithmes à des consultants qui pensaient que le SQL était un type d'huile de moteur. J'ai trouvé la preuve flagrante un mardi matin. Elle était posée, bien en évidence, sur le comptoir de la salle de pause, juste à côté du pot de lait. C'était un email interne de Howard adressé au conseil, le personnel
d'ingénierie historique devient un point de friction pour l'accord avec Apex. Nécessité de simplifier le discours sur l'API. Je gère la situation RC. Résolution prévue d'ici le 4e trimestre. La situation RC. 20 ans à concevoir des systèmes, 12 ans à faire grandir une entreprise, et j'étais devenu une situation à régler. J'ai plié cet email en un carré. Parfait, puis je l'ai glissé dans mon portefeuille, juste à côté de la photo de mon fils, Will, qui travaillait dans notre département d'automatisation. Si Howard voulait jouer à la politique d'entreprise, il s'était trompé d'adversaire. Il s'en prenait aux mauvais ingénieurs. J'écrivais du code alors qu'il apprenait encore à lasser ses chaussures. Ce soir-là, j'ai ouvert le contrat de licence principal que j'avais signé 12 ans plus tôt. La clause 14b m'a fixé du regard. Comme une vieille amie, le concédant conserve le droit de révoquer les droits d'utilisation en cas de manquement substantiel au contrat, y compris, mais sans s'illimiter, les fausses déclarations de propriété. Licenciement du concédant sans motif légitime, ou non-respect des clauses de protection du fondateur. Je m'étais construit un interrupteur d'urgence, et Howard était sur le point d'appuyer dessus. La mise sous pression progressive a débuté la semaine suivante. Howard était trop malin pour des manœuvres grossières, comme couper mes accès ou réaffecter mes projets. À la place, il a orchestré une campagne d'étouffement bureaucratique, conçue pour me pousser à démissionner de moi-même. D'abord, ce fut le tour des canaux de communication. Un lundi matin, je me suis réveillé pour découvrir que j'avais été retiré de l'espace de travail Slack de la direction. Lorsque j'ai interrogé George Wilson, notre administrateur système, il lui a fallu 4 heures pour me répondre « Salut Rick. Howard a restructuré l'architecture des communications. Tu es maintenant dans le canal général de l'ingénierie. L'ingénierie générale. C'était l'endroit où les développeurs juniors postaient des mèmes sur le café et débattaient des meilleures pizzerias près du bureau. On m'avait rétrogradé de la salle du conseil à la salle de pause, sans la moindre explication. Puis, s'est produit l'incident de la présentation, celui qui allait me donner toutes les munitions nécessaires. Danny Richardson a débarqué dans mon bureau, serrant son ordinateur portable comme s'il contenait les secrets de l'univers. 26 ans, fraîchement diplômé d'un MBA, débordant d'enthousiasme, mais ne comprenant strictement rien à ce que nous construisions. Petite question, Rick. A-t-il dit, totalement insensible aux ondes hostiles que je dégageais. Je nettoie le diaporama pour l'équipe d'audit d'Apex. Howard m'a dit de m'assurer que toutes les attributions de propriété intellectuelle soient bien rattachées à l'entreprise. J'ai vu votre nom sur d'anciens documents, mais je peux simplement faire un rechercher et remplacer pour mettre technologie exclusive de Techflow. N'est-ce pas? Ma tasse de café s'est figée à mi-chemin de mes lèvres. Danny, montre-moi cette présentation. Il a ouvert son écran, impatient de me prouver son efficacité administrative. C'était bien là, un schéma de l'architecture de mon réseau de neurones, la boucle de rétroaction récursive spécifique qui faisait fonctionner tout le système. L'algorithme capable de prédire les pannes de roulement 90 jours à l'avance. Celui qui avait permis à nos clients d'économiser des dizaines de millions, et d'éviter des arrêts de production. Et juste là, écrit en gras dans une police. Arial, propriété de Techflow Industries, filiale à 100%. Il ne se contentait pas d'effacer mon nom des documents. Il revendiquait légalement la propriété d'une propriété intellectuelle qui n'avait jamais appartenu à l'entreprise. En vertu de notre contrat de licence, Techflow disposait de droits d'utilisation exclusifs, mais pas de la propriété. Ce que Howard s'apprêtait à raconter à Apex Manufacturing n'était pas seulement trompeur, c'était une fraude caractérisée. Intéressant, ai-je dit, d'une voix effroyablement calme. Danny, peux-tu m'envoyer cela par email? Je voudrais revérifier les spécifications techniques. Absolument,
a-t-il répondu, en tapotant sur son clavier. Vous êtes le meilleur, Rick. Toujours le souci du détail. Ce pauvre gamin n'avait pas la moindre idée qu'il venait de me fournir une arme absolue. J'ai attendu la notification de l'email, qui est arrivé sous le nom apex-version-final.ppt. Je n'ai pas fait irruption dans le bureau d'angle de Howard. Je n'ai pas renversé son bureau assis debout ergonomique, et je n'ai pas jeté sa tasse de café bio-équitable contre le mur. À la place, j'ai ouvert mon compte Gmail personnel, puis j'ai transféré l'intégralité de la présentation à Patricia Rodriguez, mon avocate. Patricia était le genre d'avocate qui donne des sueurs froides aux dirigeants d'entreprise. Ancienne procureure fédérale, elle s'était spécialisée dans les litiges de propriété intellectuelle, avec à son actif de cuisantes défaites infligées à des sociétés qui pensaient pouvoir s'approprier impunément la technologie des inventeurs. Mon message tenait en 3 mots, violation confirmée. Sa réponse est arrivée en 90 secondes, reçue et documentée. Violation de la clause 7. Confirmée. Ordre d'exécution? J'ai fixé le curseur qui clignotait dans le champ de réponse. Si je retirais la licence de brevet immédiatement, Howard ferait passer cela pour le sabotage d'un fondateur aigri, agissant par pure rancœur. Le conseil se rangerait de son côté. L'accord s'effondrerait, et l'on me ferait passer pour le méchant qui avait privé tout le monde de son salaire. En revanche, si j'attendais, si je laissais Howard creuser lui-même sa propre tombe, si je le laissais commettre cette fraude de manière si flagrante, devant témoins, qu'aucun retour en arrière ne soit possible. Attendez, ai-je tapé. Laissez-le finir le travail. Les jours suivants se sont déroulés dans le flou surréaliste d'une comédie d'entreprise. J'assistais à des réunions où l'on discutait de l'avenir de ma technologie, sans même reconnaître ma présence dans la pièce. Je regardais Howard arpenter nos bureaux tel un général conquérant, grisé par la perspective de son tour d'honneur à 180 millions de dollars. Il avait même acheté une cloche en laiton, une véritable cloche de navire, qu'il avait fixée au mur devant son bureau. Chaque fois qu'il franchissait une étape avec Apex Manufacturing, il la faisait retentir. Audit juridique terminé. Dring. Audit financier réussi, dring. Audit technique validé, dring. Chaque sonnerie était un clou de plus enfoncé dans son cercueil professionnel. Cependant, il était bien trop ivre de sa propre réussite pour s'en rendre compte. Puis, est arrivé l'appel que j'attendais. La secrétaire de Howard, une femme nerveuse nommée Janet, qui travaillait déjà pour Jim avant sa crise cardiaque, a frappé à la porte de mon bureau. Rick, Howard veut te voir. Il dit que c'est au sujet de ta transition. Je suis entré dans son bureau d'angle, admirant au passage la vue sur le lac Erie à travers les immenses baies vitrées. Il y avait là des tableaux d'art abstraits hors de prix, que Jim aurait détestés, et des livres de motivation sur l'innovation de rupture, alignés sur son étagère comme des trophées. Howard était adossé à son fauteuil ergonomique, les mains jointes en forme de flèche. Une pose qu'il avait probablement répétée devant un miroir. Assieds-toi. Rick. Nous devons parler de ton avenir. Je suis resté debout. Mon avenir? L'accord avec Apex se conclut lundi, a-t-il dit, en évitant de croiser mon regard. Ils veulent une structure de direction simplifiée. Franchement, ta rémunération est un peu trop lourde pour le nouvel organigramme. Nous sommes prêts à t'offrir de généreuses indemnités de départ. 8 mois de salaire complet, les avantages, la totale. Tout ce que tu as à faire, c'est signer ce formulaire de décharge standard, pour régler définitivement les dernières questions de propriété intellectuelle. Et si je refuse? Son sourire est réapparu, tranchant comme du verre brisé. Alors, nous te licencierons pour faute grave. Insubordination, refus de participer à la restructuration, et menace de perturber une acquisition majeure.
Nous allons t'embourber dans des procédures judiciaires, jusqu'à ce que tu sois obligé de vendre ta maison pour payer tes avocats. Il me menaçait. Moi, le cofondateur, le détenteur des brevets, l'homme qui avait conçu la technologie grâce à laquelle Techflow valait bien plus que la simple somme de son mobilier de bureau et de ses places de parking. C'était tellement stupide que j'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas éclater de rire. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Tu as jusqu'à la réunion générale de vendredi. A-t-il répondu, se tournant déjà vers son écran d'ordinateur. Ne rends pas les choses difficiles, Rick. Ça ne sert à rien. Je suis retourné dans mon bureau, puis j'ai ouvert le contrat de licence une nouvelle fois. La clause 14b brillait presque à l'écran. Howard venait de menacer le détenteur des brevets d'un licenciement pour faute grave, tout en essayant, en parallèle, de tromper un acheteur sur les droits de propriété. Patricia allait s'en donner à cœur joie. Le vendredi matin s'est levé gris et froid, un temps typique de novembre à Cleveland. Je suis arrivé tôt au bureau, puis je suis resté assis dans ma voiture pendant 10 minutes, regardant la BMW de Howard se garer sur sa place réservée. Il s'est dirigé vers le bâtiment d'un pas assuré, avec la démarche d'un homme convaincu qu'il s'apprêtait à signer le plus gros contrat de sa vie. Si seulement il avait su ce qui l'attendait. La réunion générale était prévue pour 11 heures, dans la grande salle de conférence. Dès 10h45, l'intégralité de notre personnel, soit une soixantaine de personnes, s'était entassée dans le bocal où gravitaient autour des parois en verre. Howard avait fait venir par avion 3 membres du conseil d'administration depuis Boston, pour ce qu'il qualifiait des « annonces de transformation ». Ils étaient assis en bout de table, vêtus de costumes sombres identiques, ressemblant à un jury de tribunal s'apprêtant à rendre un verdict. Je me suis installé au fond de la pièce. Adossé au mur, les bras croisés, je portais ma tenue habituelle, un pantalon beige, un polo, et des chaussures de marche confortables. Ce n'était pas une tenue d'enterrement, mais c'était clairement celle d'un règlement de compte. Howard dominait l'espace sans avoir besoin de micro. « Chère équipe » a-t-il commencé, sa voix résonnant avec une autorité travaillée. Aujourd'hui, nous tenons au seuil, non pas seulement de la croissance, mais d'une véritable transformation. Apex Manufacturing Solutions n'a pas seulement reconnu notre potentiel, ils ont validé notre vision. Quelques applaudissements éparants retentit du côté de l'équipe commerciale. Mes ingénieurs semblaient mal à l'aise, s'agitant sur leurs chaises. Ils savaient que notre technologie tenait la route, mais ils sentaient également que quelque chose sonnait faux dans toute cette mise en scène. Pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui, a poursuivi Howard, arpentant la pièce comme un prédateur en cage, nous avons dû faire des choix difficiles. Nous avons dû passer d'un esprit centré sur la recherche à un esprit axé sur la croissance. Nous avons dû séparer les visionnaires des techniciens. Il s'est arrêté de marcher, s'est retourné lentement, de manière délibérée, jusqu'à ce que son regard croise le mien à travers la foule. La température a semblé chuter d'un coup. Rick Coleman, a-t-il dit, et la façon dont il a prononcé mon nom sonnait comme un diagnostic médical. Tu es chez Techflow depuis le tout début. Tu as rédigé certains de nos algorithmes d'origine. Et pour cette base de travail, nous te remercions. Le mot certain m'a frappé comme une gifle. Pas les algorithmes, ni notre technologie de base. Simplement certains algorithmes. Comme si j'avais seulement fourni quelques lignes de code pour le chef-d'œuvre de quelqu'un d'autre. Mais Howard a continué, sa voix descendant d'un ton pour devenir un murmure théâtral qui, curieusement, parvenait à chaque recoin de la pièce, ce qui nous a permis d'arriver ici ne nous permettra pas d'aller là-bas. Nous avons besoin de leaders qui comprennent que l'innovation sans exécution n'est qu'une recherche coûteuse. Nous avons besoin de gens qui reconnaissent que la propriété intellectuelle n'a de valeur que lorsqu'elle passe à grande échelle.
Mon fils, Will, était assis au 3e rang, le visage rouge de colère. J'ai capté son regard, puis j'ai fait un léger signe de la tête. Pas encore. J'ai offert à Rick un généreux programme de transition, a menti Howard avec un aplomb incroyable devant 60 témoins. Une opportunité d'évoluer vers un rôle de consultant, pour aider à structurer notre documentation technique. Il a refusé. Il a même menacé de bloquer notre trajectoire de croissance pour des détails contractuels. Des détails contractuels. C'était encore là, son expression favorite pour désigner les brevets qui rendaient tout le reste possible. Par conséquent, a d'un coup déclaré Howard, réajustant ses boutons de manchette avec une précision théâtrale, avec effet immédiat, le contrat de travail de Rick Coleman au sein de Techflow Industries est rompu pour faute grave. La pièce a résonné de murmures, et les visages se sont figés de stupeur. Plusieurs de mes ingénieurs ont esquissé le geste de se lever, mais j'ai levé la main pour les calmer, restez calme. Laissez-le finir. La sécurité va vous raccompagner dehors, a poursuivi Howard, faisant signe aux 2 gardes qui venaient d'apparaître à la porte de la salle. Vos effets personnels seront mis dans des cartons, puis expédiés chez vous. J'ai jeté un dernier regard sur la pièce. J'ai vu George Wilson, qui m'a adressé un infime signe de tête approbateur, mon fils, Will, dont la mâchoire était si serrée que je craignais pour ses dents. Et enfin les membres du conseil d'administration, qui observaient cette mise en scène avec la froideur de gens qui ne s'intéressent qu'au retour sur investissement. Enfin, j'ai regardé Howard, debout dans son costume à $3000, ivre du pouvoir qu'il pensait détenir. Vous commettez une erreur, ai-je dit calmement. Mais dans le silence absolu de la pièce, mes mots ont résonné comme un coup de tonnerre. La seule erreur, a ricané Howard, a été de croire que nous avions besoin de toi aussi longtemps. Tes brevets appartiennent désormais à Techflow, Rick. Relis ton contrat. Maintenant, dehors. Relire mon contrat. L'ironie était si parfaite que j'ai presque eu envie d'applaudir. J'ai traversé les bureaux que j'avais aidé à concevoir, passant devant les postes de travail où mon code tournait encore, et devant le mur où nous avions accroché notre tout premier témoignage client, 12 ans auparavant. L'ascenseur a semblé mettre une éternité à arriver. Dès que les portes se sont refermées, j'ai sorti mon téléphone, puis j'ai envoyé un SMS de 2 mots à Patricia, c'est fait. Sa réponse a été instantanée, avis de révocation envoyé. Délai de 24 heures. Enclenché. Le compte à rebours commence maintenant. Je suis sorti du bâtiment de Techflow pour rejoindre le parking souterrain. Mes mains ne tremblaient pas. Mon cœur ne battait pas la chamade. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais totalement serein. Howard venait de commettre une fraude devant 60 témoins, tout en violant, simultanément, la moindre clause de protection de mon contrat de licence. Il pensait avoir licencié un employé difficile. Ce qu'il avait réellement fait, c'était déclencher une bombe juridique de précision qui allait exploser dans exactement 24 heures, pour pulvériser son accord à 180 millions de dollars. Je suis rentré chez moi, à Shaker Heights, j'ai préparé du café, puis je me suis installé sur ma terrasse arrière pour regarder le chien du voisin courir après les feuilles mortes. Le lendemain matin, à 11h30 précise, l'email de Patricia allait atterrir dans les boîtes de réception du conseil de Techflow, du service juridique d'Apex Manufacturing, et de toutes les parties clés de l'acquisition. L'objet indiquait avis de révocation de licence de brevet, action immédiate requise. Howard était probablement en train de faire la fête à cet instant précis, trinquant à sa victoire avec les membres du conseil, et appelant peut-être son chasseur de tête pour voir quel poste de PDG se libérerait après son départ de Techflow. Il n'avait aucun moyen de savoir que, dans 23h47, sa carrière allait voler en éclats. Je me suis versé une autre tasse de café, puis j'ai
Vérifier mes messages. Will m'avait écrit, « Papa, qu'est-ce qui vient de se passer, bordel ?» J'ai répondu, « La justice. Laisse passer 24 heures. » Le samedi s'est déroulé calmement. J'ai passé la matinée dans mon garage, à ranger des outils que je n'avais pas touchés depuis des mois. Il y a quelque chose de thérapeutique à remettre les choses à leur place. Surtout quand votre vie professionnelle vient d'être chamboulée. Mon téléphone vibrait de temps en temps, affichant des messages de soutien de mes collègues. Mais je ne répondais pas. Ils comprendraient bien assez tôt. Le dimanche a été plus difficile. Will est venu pour notre petit déjeuner habituel, accompagné de sa petite amie, Sarah, et chargé d'un millier de questions auxquelles je ne pouvais pas encore répondre. Il était furieux à cause de mon licenciement, prêt à retourner chez Techflow pour s'expliquer directement avec Howard. Papa, ce qu'il a fait est complètement illégal, s'est emporté Will, en piquant ses pancakes avec une violence inutile. On ne peut pas licencier quelqu'un sous prétexte qu'il possède des brevets. En fait, si, on peut, ai-je répondu, à condition d'assumer les conséquences qui vont avec. Quelles conséquences? Il a le conseil d'administration avec lui, il a l'accord financier, il a tout pour lui. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre. Il restait un peu plus de 4 heures avant l'explosion. Patience, mon fils. Howard s'apprête à apprendre la différence entre posséder un bien et l'exploiter. Sous licence. Le lundi matin, je me suis réveillé naturellement à 7 heures, sans avoir besoin d'alarme. Pour la première fois depuis des mois, j'avais dormi d'un sommeil de plomb. J'ai préparé du café, j'ai lu les pages sportives du Plein Dealer, puis j'ai regardé les actualités matinales. Un simple ingénieur à la retraite, profitant paisiblement de sa matinée. À 9h30, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Indicatif de Columbus. Monsieur Coleman? Ici Charles Morgan, avocat principal d'Apex Manufacturing Solutions. Nous devons parler. J'attendais cet appel. Bonjour Charles. J'imagine que vous avez reçu le message de Patricia il y a 1 heure. Sa voix était crispée, très professionnelle, le ton typique d'un avocat qui vient de voir un accord à 180 millions de dollars s'évaporer. Pouvez-vous m'expliquer la situation de cette licence? Avec plaisir. Je détiens les brevets d'utilité principaux des algorithmes d'analyse prédictive industriels qui font tourner la plateforme de Techflow. J'ai accordé à l'entreprise des droits d'utilisation exclusifs, il y a de cela 12 ans. Vendredi, leur PDG m'a licencié tout en prétendant à tort, auprès d'eux. Votre équipe d'audit, que l'entreprise possédait ses brevets. Et pour ce qui est de la clause de révocation? Clause 14b. Tout manquement substantiel déclenche la résiliation automatique de la licence, sous réserve d'un préavis de 24 heures. Et ce préavis a expiré il y a environ 15 minutes. Il y eut un long silence. Au bout du fil, j'entendais des bruits de feuilles remuées, sans doute Charles en train d'examiner le contrat de licence d'origine que Patricia avait joint à son message. Monsieur Coleman, je vais être direct. Sans ces brevets. Qu'est-ce qu'Apex acquiert exactement? Du mobilier de bureau, un fichier client, et une plateforme logicielle qui cessera de fonctionner dès la prochaine mise à jour de sécurité. Les algorithmes sont à moi. Les modèles prédictifs sont à moi. Les structures d'apprentissage automatique qui analysent les données des capteurs sont également à moi. Je vois. Nouveau silence. Merci pour votre franchise. Nous vous recontacterons. Il a raccroché. Je me suis versé une nouvelle tasse de café, puis j'ai attendu les étincelles. Elles ne se sont pas fait attendre. À 10h15, George Wilson m'a envoyé un message depuis les bureaux de Techflow. C'est de la folie, Rick. Alan Foster vient d'entrer de force dans le bureau de Howard avec un avocat. Howard hurle. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai répondu.
J'ai appliqué les termes de mon contrat. Reste à l'écart de la zone d'impact. À la mi-journée, le chaos se propageait. Patricia m'a appelé pour m'annoncer qu'Apex s'était officiellement retiré des négociations d'achat. Le conseil d'administration tenait une séance d'urgence. Howard était apparemment enfermé dans la salle de réunion avec 3 avocats, cherchant désespérément un moyen légal d'annuler la révocation du brevet. Il n'y en a aucun, m'a expliqué Patricia, retenant à peine sa joie. Il a licencié le détenteur des brevets, tout en mentant sur la propriété des technologies auprès de l'acheteur. C'est de la fraude, une rupture de contrat. Et une incompétence juridique absolument spectaculaire, le tout combiné. À 14h47, mon téléphone a sonné, c'était le numéro de Howard. J'ai laissé filer sur la messagerie vocale. Il a rappelé, encore et encore, 12 fois en l'espace de 30 minutes. Je l'imaginais parfaitement dans son grand bureau, desserrant sa cravate de marque, la sueur tachant sa chemise sur mesure, contemplant son projet idéal. S'effondrer en temps réel. J'ai fini par décrocher, alors, Howard, comment se passe ton lundi? Espèce de salaud rancunier. Sa voix était éraillée. Désespérée. Tu es en train de détruire l'entreprise. Tu détruis le gagne-pain de tout le monde. J'applique mes droits de propriété intellectuelle, ai-je répondu calmement. C'est une chose à laquelle tu aurais dû penser, avant de prétendre que mon travail t'appartenait. On peut s'arranger. Je te réintègre immédiatement. Directeur de la technologie, tout ce que tu veux. Appelle juste Apex, et dis-leur que la licence est toujours valable. La licence était valable, Howard, jusqu'à ce que tu la violes en mentant sur sa propriété et en me licenciant pour faute grave. Ce sont tes propres choix qui t'ont mené là. Je vais te poursuivre en justice, je vais te ruiner. Bonne chance avec ça. Patricia a déjà déposé une plainte pour violation de brevet contre Techflow. Chaque diagnostic que vous avez lancé depuis 11h30 ce matin constitue une violation distincte. Tu veux faire le calcul des dommages et intérêts? La ligne est devenue silencieuse, on n'entendait plus que sa respiration. Saccadé. Howard, ai-je repris, tu avais le choix. Tu aurais pu me traiter avec un minimum de respect professionnel. Tu aurais pu honorer les accords qui ont permis à Techflow d'exister. À la place, tu as décidé de me voler le travail de toute une vie, et de m'humilier devant mes collègues. Ce n'était que les affaires. Non, Howard, les affaires, c'est respecter ces contrats. Ce que tu as fait, c'est du vol, et les voleurs finissent toujours par se faire prendre. J'ai raccroché, puis j'ai bloqué son numéro. Le mercredi matin, Patricia m'a appelé pour les dernières nouvelles, Howard venait d'être licencié par le conseil d'administration. Ce dernier devait également faire face à une plainte des actionnaires pour manquement à l'obligation fiduciaire. Sans les licences de brevet et sans l'équipe d'origine, l'entreprise ne valait plus rien. La majeure partie du département d'ingénierie avait déjà retrouvé un poste ailleurs. Ta réputation dans le milieu est intacte, Rick. Quant à celle de Howard, elle est définitivement ruinée. 2 semaines plus tard, j'étais installé dans un café du centre-ville de Cleveland, lorsque Charles Morgan m'a rappelé. Monsieur Coleman, purement par hypothèse, si quelqu'un venait à lancer une nouvelle entreprise spécialisée dans l'analyse prédictive industrielle, est-ce qu'Apex serait intéressé pour discuter d'un partenariat? J'ai souri. Hypothétiquement, cette personne devrait d'abord recruter la bonne équipe d'ingénieurs. Et par hypothèse, est-ce que cette équipe comprendrait un administrateur système nommé George Wilson, ainsi qu'une quinzaine d'ingénieurs récemment libérés sur le marché? Hypothétiquement, oui. En l'espace de 3 mois, Coleman Analytics était sur les rails. Les mêmes algorithmes, la même équipe, la même mission, mais avec une différence de taille. Cette fois, nous possédions tout ce que nous construisions. Mon fils, Will, nous a rejoints en tant qu'ingénieur principal en automatisation,
tandis que Georges s'occupait de l'administration des systèmes. Nous nous sommes installés dans des bureaux modestes à Lakewood, maintenant nos frais fixes au minimum, pour nous concentrer pleinement sur notre travail. Quant à Howard, aux dernières nouvelles, il travaillait pour un cabinet de conseil à Phoenix, où il aidait les entreprises à optimiser leur stratégie de transformation numérique. Je suis certain qu'il leur donne d'excellents conseils sur la nécessité de lire attentivement les contrats. Les usines de fabrication que nous servions depuis des années nous ont suivis dans cette nouvelle aventure. Il s'avère que, lorsque vous évitez des pannes d'équipement à des clients depuis 10 ans, ils accordent bien plus d'importance à l'ingénieur qui a conçu le système qu'au cadre supérieur qui prétendait en être le propriétaire. La justice n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, elle tient simplement à un email envoyé au moment opportun, aux bonnes personnes. Howard a appris à ses dépens que les contrats ont une réelle valeur, que la confiance brisée ne se répare pas, et que tenter de s'approprier le travail de toute une vie s'accompagne toujours de conséquences. J'ai moi aussi appris quelque chose, parfois, la chose la plus puissante que l'on puisse faire est simplement d'avoir conscience de sa propre valeur, et de refuser tout compromis à la baisse. Le véritable pouvoir ne s'annonce pas à grands coups de cloche en laiton ou par des bureaux d'angle luxueux. Il est inscrit dans des brevets déposés des années auparavant, et dans des contrats relus avec le plus grand soin avant signature, attendant patiemment l'instant précis où l'arrogance se heurte enfin à ses propres conséquences. En affaires, comme en ingénierie, les défaillances les plus catastrophiques ne proviennent pas de forces extérieures, mais bien d'une négligence interne. C'est ce qui arrive lorsqu'une personne, censée être avisée, s'imagine que les règles ne s'appliquent pas à elle, pour s'apercevoir, malheureusement trop tard, que tous les systèmes possèdent toujours des mécanismes de sécurité en cas de panne.